j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Georges Renard Kosmanovic, ex-officier de l'armée française et ancien humanitaire en Afrique, analyste géopolitique et militaire, également homme politique et fondateur en 2019 du Parti souverainiste de gauche République souveraine. Monsieur Kosmanovic a aussi fondé et anime actuellement le média Fréquence populaire. Georges Kosmanovic, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Et bonjour à vous, l'honneur est pour moi et merci aux auditeurs de nous suivre. Tout l'honneur est pour nous et nos auditeurs. Alors, Monsieur Kosmanovic, vous avez assisté aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie à Moscou. Pourquoi avez-vous fait le choix de participer à cette fête ici, en Russie, à Moscou? Quelles ont été vos appréciations des célébrations de cet événement majeur dans la vie des Russes? Alors, il faut savoir que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je suis venu ici à plusieurs reprises pour ces célébrations, car c'est un moment important, bien évidemment pour les soviétiques. Vous l'avez dit, c'est plusieurs dizaines de millions de morts, c'est 27 millions de morts, donc 16 millions de civils, 11 millions de militaires. La principale contribution contre la défaite de l'hydre nazi, qui a d'une certaine manière, unit tous les peuples épris de liberté dans le monde, dans ce combat titanesque. Y compris d'Afrique. On allait y venir, parce que d'Afrique, ça s'oublie beaucoup en ce moment en France, tout à fait, alors qu'il y a une résurgence du wokisme. Étonnamment, la contribution des combattants africains s'oublie. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué comment le président Poutine a accueilli M. Denis Sassou Nguesso, en rappelant, ça c'était un petit clin d'œil, un petit tacle, on pourrait dire, aux amis, aux partenaires occidentaux, que le Congo-Brazzaville avait accueilli jusqu'en 1943 la France libre. Et que, bien sûr, ce n'étaient pas les seuls, mais énormément de combattants nord-africains ou d'Afrique subsaharienne ont combattu jusqu'à Strasbourg. Voilà. Donc, et puis, je pense que c'est un moment géopolitique important. Alors moi, je le suis en tant que journaliste, puisque nous avons notre média Fréquence populaire. D'ailleurs, j'invite vos auditeurs à regarder ce qu'on fait. On essaie d'apporter une voix qui n'existe pas beaucoup en France, dans le monde francophone, sur les BRICS, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en général, tout ça est assez tu, on n'en parle pas beaucoup. Et donc, j'ai voulu rendre compte, parce que la présence de 29 chefs d'État, Xi Jinping, le Vietnam, Sassou Nguesso, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, et tant d'autres, Lula du Brésil, et la transformation de l'essai et une continuation de ce qui s'est passé ici à Kazan, au sommet des BRICS de Kazan, que nous avions couvert avec Fréquence populaire, les seuls en France. D'ailleurs, on était en Occident, on était juste en dessous de CNN en termes de vidéos, tellement il n'y avait personne. Ce qui est absolument improbable, donc on était très contents. On avait rencontré beaucoup de partenaires, justement, africains, et j'ai ressenti la même chose ici, c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est un moment de grande fête, c'est dommage qu'il ait fait un peu froid, parce que ça a un petit peu gâché les choses, 2 degrés la nuit, c'est pas facile. Mais le matin, quand moi j'étais avec la population, on regardait le défilé d'un peu plus loin, il y a des gens de partout. On se serait cru un mouvement altermondialiste, des Brésiliens. Énormément de Palestiniens avec des drapeaux palestiniens, puisqu'il y avait Mahmoud Abbas, des Mexicains, des Burkinabés, des drapeaux algériens, enfin bon, des gens du Vietnam, de nombreux pays du monde, des Malais, des Singapouriens, enfin, c'est très très fort en fait, des Indonésiens. Bien sûr, ça montre que, la Russie n'est pas isolée, mais le problème, c'est qu'on fait trop la focale sur le conflit en Ukraine, parce que le combat est beaucoup plus global. Absolument. C'est un combat... Non, c'est même pas un combat, c'est l'Occident qui le prend comme un combat. C'est juste la fin d'un monde unipolaire et la naissance, l'émergence d'un monde multipolaire. En fait, on est déjà dans un monde multipolaire et c'était intéressant à observer. D'accord. Alors, pour vraiment faire un peu la lumière sur ce qui s'est passé dans cette... période sombre, vraiment sombre de l'histoire de l'humanité, cette guerre mondiale. J'aimerais quand même qu'on aille un peu dans le fond et essayer de voir comment
ces choses ou ces poisons-là qui ont présidé justement à l'émergence du nazisme et tout, sont encore présents. Et comment on peut faire, justement, comme vous le disiez si bien au début, les peuples sont épris en réalité de liberté et de justice et ils veulent que leurs enfants vivent, aillent dans de bonnes écoles, pas pour les envoyer dans des tranchées. Alors, le rôle des États-Unis était en réalité parce que on veut nous faire comprendre dans les médias que... Il est génial, Donald Trump, non? Ouais. Oh, we did everything, it's us, we save the world. Ouais, c'est un punk, il est génial. Voilà. Bon, c'est n'importe quoi, évidemment. Il y a ça, mais en plus de ça, c'est que c'est accompagné par les médias et les historiens et qui veulent nous faire comprendre que c'est le débarquement de la Normandie qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme si le front Est n'a pratiquement rien fait. Alors, c'est pour ça que j'aimerais bien le mentionner. Le rôle des États-Unis, en réalité, était très ambigu dans cette guerre. Alors, comme l'historien Jacques Pauwels le documente minutieusement, les entreprises américaines, par exemple, continuèrent à commercer avec le régime nazi jusque dans les années 30. Des grandes entreprises comme IBM, Standard Oil et Ford amassèrent donc des fortunes considérables grâce au réarmement et à la production allemande et qui a démarré après 1918, c'est-à-dire après Versailles, quelques années seulement. Ça n'a pas attendu l'arrivée d'Hitler. Hitler a accéléré juste les choses avec de nouveaux prêts américains. Et alors, au sein donc de l'établissement américain, on affichait également une sympathie affichée pour l'Allemagne nazie et d'autres régimes fascistes. Henry Ford, par exemple, était un admirateur notoire d'Adolf Hitler. De plus, donc, un important mouvement aux États-Unis, connu sous le nom d'America First, s'opposait fermement à l'implication américaine dans les conflits européens. Donc, même après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en septembre 1939, il n'y a eu aucun soutien financier immédiat, ni fourniture d'armes de la part des États-Unis. Cette position ne changea qu'après donc l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, et surtout après la victoire soviétique à Stalingrad. Les choses sont très bien documentées. C'est-à-dire que le moment où on a su que la guerre était fichue pour le Reich, et on s'est dit, voilà, maintenant, voilà. Donc, en janvier-février 1943, qui a brisé donc le dos de la Wehrmacht. Alors, quel est votre avis sur ce qui s'est passé dans cette période-là et cette attitude, aussi bien lors de la Seconde Guerre mondiale, et cette tentative de récupérer, de réécrire l'histoire en dehors de ce qui s'est passé réellement, avec une espèce de fantasme. On a deux sujets. Mais d'abord, d'abord un salut aux Chinois, parce que vous avez parlé des pertes humaines soviétiques, mais les Chinois ont perdu entre 20 et 30 millions. On souligne parce que... Donc, ce n'est pas cité du tout. Oui, mais même non seulement cité, mais dans la réécriture de l'histoire, parfois qui est une réécriture par pure méconnaissance, tellement elle a été réécrite. Mais une des anciennes porte-parole de M. Zelensky, ainsi que plusieurs personnalités en Europe, ont dit « Mais que font tous ces Chinois et ces Vietnamiens, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font là? Quel rapport avec la Deuxième Guerre mondiale ?» Bon, alors le rapport, c'est que la guerre en fait pour la Chine a commencé en 1934, avec l'invasion japonaise. C'est entre 25 et 30 millions de morts. Le Vietnam a combattu les Japonais, les Indiens ont combattu, on a parlé des Africains, enfin bref, c'était vraiment une guerre mondiale. Certains n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Donc oui, le côté américain, donc le rôle des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est vrai mais ça c'est le business américain, l'argent n'a pas d'odeur, on n'en a jamais eu, et la guerre c'est très profitable. Donc évidemment IBM a contribué considérablement à faire du fichage par exemple, qui a servi pour ficher les juifs. Coca-Cola, Fanta par exemple, vous ne savez peut-être pas, je ne sais pas si vous le savez, Fanta, la boisson Fanta, a été développée pour continuer à vendre à l'Allemagne nazie parce qu'ils ne pouvaient pas vendre de Coca. D'accord. Donc oui, il y a eu évidemment des problèmes, mais si on se réfère à la biographie du maréchal Zhukov, et je parle de sa biographie non caviardée à l'époque soviétique, celle qui a été republiée en 1991 à l'initiative de Gorbatchev, il précise quand même l'importance jouée par les États-Unis une fois qu'ils sont rentrés dans la guerre. Alors bien sûr, pas en nombre de morts, puisque
les plus grandes batailles du Pacifique pour les États-Unis, c'est un jour et demi de combat à Stalingrad, en termes de morts. Donc, voilà. Je parle de Guadalcanal. Les États-Unis, c'est quoi? C'est 400 000 morts au total, donc en comparaison. Mais énormément d'aides, et Joukov rappelle, il y a quand même des dizaines de milliers de trains, de locomotives, des centaines de milliers de camions, tout ça qui était très très utile pour motoriser l'armée et permettre des offensives comme celle de 1944 en particulier, l'offensive Bagration. Donc il y a quand même eu un rôle après important des États-Unis. Mais sur la réécriture aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Oui. Et le problème, et je vais le poser de manière philosophique, le problème c'est que le monde est en Occident maintenant de plus en plus pensé comme le pensait George W. Bush. You're with me or against me. Avec nous ou contre nous. Bien, mal, noir, blanc, 0, 1. C'est ultra simple. Et donc, ça ne laisse la place à aucune interprétation, à aucune subtilité. Et bien évidemment, quand on veut être le leader du monde libre, en tout cas, quand on se qualifie comme ça, quand on veut incarner les droits de l'homme, la démocratie, la liberté et le bien, il faut bien être celui qui a été le principal dans la victoire contre le nazisme. On ne peut pas donner le point à l'Union soviétique. Vous voyez ? Donc, il faut réécrire l'histoire pour dire c'est nous qui avons vaincu le mal absolu. Donc, c'est normal que nous soyons aujourd'hui les leaders et que nous combattions le nouveau mal qui est la Russie. C'est ça la logique qui est derrière cette réflexion, cette manière de mener l'histoire mémorielle, d'ailleurs qui est très problématique. En France, vous le savez peut-être, c'est déjà 40% des jeunes de moins de 25 ans ne savent pas ce qu'est la Shoah. C'est intéressant. Les problèmes, on a des problèmes aussi logiques. C'est-à-dire que l'Union européenne incarne, ou soi-disant, incarne des valeurs. Le bien, la liberté, la paix, la démocratie, le respect de l'autre, mais n'a jamais rien fait pour contraindre, dans les pays baltes ou en Ukraine, les résurgences des amoureux du nazisme. Les monuments, par exemple, le monument à la SS Galiciana est là depuis des années, depuis des dizaines d'années à Lvov. Ou d'autres en Lettonie ou en Estonie, ou des rassemblements d'anciens nazis ou de nouveaux néo-nazis, tout ça, bon, on ne dit rien. D'ailleurs, même récemment, la Cour, quand on pense à la guerre aujourd'hui, vous avez ce moment difficile de 2014, où a commencé la guerre civile en Ukraine. Il y a eu cet acte barbare de l'incendie de la maison des syndicats à Odessa. Oui. 58 morts. Oui. 48, je crois. Bon, en tout cas, énormément. Incendiés, des femmes enceintes forcées à rester brûlées dans un bâtiment. C'est quand même le concept renvoie à quelque chose d'atroce. Eh bien, 11 ans après, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui dit les gens comme moi, comme vous, comme ceux qui étaient ici disaient mais non, c'est des nazis qui ont fait ça. Non, ils ont dit oui, c'est des éléments d'extrême droite qui ont tué ces gens-là. Ils n'ont jamais été poursuivis. L'État ukrainien n'a jamais engagé de poursuite. Et puis on a toutes ces bizarreries qui sont. On a le monument à Babi Yar qui est le pire moment de la Shoah par balle durant la Deuxième Guerre mondiale, devant lequel passe l'avenue Stepan Bandera, qui est le chef de ceux qui ont aidé à faire de la Shoah par balle. Donc évidemment que chez des jeunes, c'est pas compréhensible en fait. D'où les difficultés à commémorer ce passé. En France, il y a cette histoire-là donc il y a ce sondage-là qui a été publié, donc je crois une année après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, où on avait posé la question, à votre avis, qui a eu la contribution la plus décisive dans la victoire quant à l'Allemagne nazie. La réponse était, je crois que c'était 57% ou 56% la Russie ou l'Union soviétique. 20% ont répondu, c'était les États-Unis. Et en 2015, c'est carrément une inversion de ce sondage. Où 20% pensent que c'est l'Union soviétique. C'est la conséquence logique. Mais c'est la même manière que vous demandez à un Américain qu'est-ce que la guerre du Vietnam. C'est des combattants américains qui bravement luttent dans la jungle du Vietnam. Où est le Vietnam ? On ne sait pas trop. Et pourquoi ils étaient là-bas ?
ne sont pas non plus. En tout cas, s'ils sont braves, ils ont bien combattu, sûrement pour le bien, puisqu'ils sont chez nous. Non, mais c'est vraiment complètement absurde. Mais ça va vraiment en profondeur. Prenez un manuel de classe, en France aujourd'hui, d'histoire, sur le XXe siècle. C'est saisissant, parce que j'ai des enfants, donc je suis ce qu'ils font. Et moi, ça m'a beaucoup frappé. Il y a transposé. Alors, encore une fois, par contre, je tiens à préciser, ce n'est pas les historiens, parce que les historiens français qui connaissent sont sérieux, ne disent pas des bêtises comme que la guerre a été gagnée par les États-Unis et le débarquement en Normandie. Ça, c'est des politiques qui font ça. Les vrais historiens en France sont sérieux. Bon. Mais on a dans les manuels cette séparation étrange, donc première partie du XXe siècle, entre les démocraties, et principalement la Grande-Bretagne, la France, ou quelques autres, les États-Unis, et les totalitarismes, dans lesquels il y a en même temps, surtout l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Et c'est une logique qui est à l'œuvre depuis des décennies à l'Union européenne. C'est de mettre tout ça en commun et de dire c'est la même chose. L'un est le produit de l'autre, c'est kiff-kiff. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des millions de morts en Union soviétique. Il y a eu énormément de problèmes, évidemment. Mais en Union soviétique, personne n'a poursuivi une race parce qu'une race, ou une religion parce qu'une religion, ou un peuple parce que peuple. Il y a eu des morts parce que c'est les chamboulements de l'histoire, et ça malheureusement arrive trop régulièrement dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant, attention là, pour vos auditeurs en Afrique, je pense, c'est génial. Donc on a les démocraties, c'est le bien, et les totalitarismes. Mais dans le même moment, ces démocraties, elles contrôlaient 2/3 de la planète sous forme de colonies. C'était pas toujours catastrophique, mais c'était pas toujours sympathique. Et c'est assez étonnant de se donner le bon rôle. D'ailleurs, c'est un discours qui est utilisé depuis des décennies. Quand on a envie de diaboliser quelqu'un ou de le disqualifier, on le qualifie de nazi ou d'un sosie d'Hitler. Et c'est Hitler, par exemple, nous avons... il fallait Hitler l'arrêter. C'est l'erreur que nous n'avons pas... Mais alors même qu'il y avait des colonies. Ouais. C'est quand même assez incroyable de dire c'est les autres les totalitaires. Oui, l'Allemagne nazie est totalitaire, mais je ne suis pas sûr que les gens du Mozambique ou de l'Algérie ou du Sénégal considéraient comme non totalitaire le fait d'être colonisé. D'accord. Alors, en 1944, l'historien Marc Bloch, le célèbre historien français qui a vécu la débâcle de juin 40, écrit, je cite, « Les intrigues menées chez nous de 1933 à 1939 en faveur de l'axe Rome-Berlin pour lui livrer la domination de l'Europe en détruisant de nos propres mains tous les défis de nos alliances et de nos amitiés. » Donc, et là, il explique clairement qu'il y a eu un problème de trahison de l'intérieur. Et il distingua parmi ces 5 artisans, donc, des hommes d'affaires comme ceux du Creusot. Et le 23 novembre 1939, Hitler donc, prononce un discours devant un conseil du haut commandement de la Wehrmacht, présentant donc des plans et tirant des conclusions. Donc, il déclare, je cite, en 1914, ce que Hitler dit là, c'est justement ce qui a été détruit, ce que dénonce et pointe Marc Bloch. Dans les tranches défaites. Voilà. Donc, en 1914, une guerre sur plusieurs fronts a commencé. Donc là, c'est Hitler qui parle. Cela n'a pas résolu le problème. Aujourd'hui, le 2e acte de ce drame est en cours d'écriture. Nous devons affirmer, nous n'avons pas à mener une guerre sur 2 fronts. Voilà ce que dit Hitler. Alors, pour la première fois dans l'histoire, nous devons nous battre sur un seul front. Il n'y en a pas d'autre pour nous lier. La situation est maintenant telle que nous la pensions irréalisable. Alors, mais après, la question donc se pose. Pourquoi Hitler a-t-il changé délibérément de plan pour le pire en attaquant l'Union soviétique alors qu'il était engagé dans une guerre contre la Grande-Bretagne? Et pourquoi les alliés justement occidentaux ne sont-ils pas intervenus durant la campagne contre l'URSS, alors que l'essentiel des forces allemandes était sur le front Est, justement. Donc, ils auraient pu Alors,
C'est fondamental, ce que vous posez là. Car en ce moment, dans la lutte mémorielle, il y a un affrontement. Quand on est par exemple en France, en ce moment, en particulier dans le domaine politique, les gens vont vous dire « Mais les Soviétiques ont signé le pacte Molotov-Ribbentrop. » Donc le pacte soviéto-germanique. Point. Il n'y a rien avant, rien après. Voilà. C'est le pacte germano-soviétique. Ils sont donc coupables. Les totalitarismes. Bouh. Bon. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas lu la biographie de Churchill. On peut difficilement considérer que Churchill était un agent du NKVD ou du KGB, je ne crois pas. Bon. Peut-être, dans l'histoire délirante de certains. Donc Churchill écrit très clairement, j'invite les gens sérieux à lire. Il dit, c'est une des plus grandes fautes de la Grande-Bretagne et de la France d'avant Deuxième Guerre mondiale que d'avoir refusé toutes les propositions de l'Union soviétique d'alliance ou de coopération entre URSS, Grande-Bretagne et France. Comme ça a été lors de la Première Guerre mondiale. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, voilà. Évidemment. C'était refusé. Pourquoi ? Parce que, d'abord, beaucoup, comme il n'y avait pas encore de massacre de masse ni de génocide, trouvaient que l'Allemagne nazie c'était très bien, ça protégeait les communistes et que le problème c'était les rouges. Il y avait quand même la phrase « mieux vaut Hitler » que les communistes. C'était pour une grande partie du patronat de la bourgeoisie française, c'était clair et net. D'ailleurs, De Gaulle lui-même a eu les mots les plus durs contre la bourgeoisie française. Il n'est pas très patriote. En tout cas, ne l'était pas. C'était le peuple qui était patriote, rappelait-il. Bon. Donc, on oublie que, d'abord, le premier accord international signé par l'Allemagne nazie est signé avec la Pologne en 1934. Ça, absolument. Personne n'est au courant. Pas si on est au courant, mais on n'en parle pas. Accord où la Pologne signe avec l'Allemagne nazie un morceau de dépeçage de la Tchécoslovaquie. Ouais. Bon, ils ont été mangés par plus gros poissons, mais ils ont voulu jouer au même jeu. Ça, c'est un. Deux, il y a eu évidemment les accords de Munich. Et trois, donc ce qu'on a dit, le refus de signer des accords avec Staline, espérant que l'Allemagne nazie allait faire la guerre et détruire le bolchevisme. Et ça nous renvoie à 1919-1921, en Ukraine. Là, à nouveau, là où se passent les combats, une coalition internationale, quasiment des mêmes pays qu'on connaît aujourd'hui, a fait la guerre à l'Union soviétique contre le bolchevisme, littéralement en Ukraine. C'est la campagne de 1919-1921. Bon. Et malheureusement, ça a mal tourné pour les Français et les Anglais. Et cette ligne Maginot et cette drôle de guerre, comme on l'appelait en France, d'attendre pendant des mois. Et mon grand-père était là-bas sur le front, attendez, rien ne se passe. Bah, l'idée, c'était que rien ne se passe, qu'ils aillent faire la guerre là-bas, en face. Ouais. D'autant plus que Hitler, elle a bien dit ça. Hitler visait le Lebensraum, l'étendue du territoire pour les Germains, considérant que les Slaves, comme les autres, les Juifs, les Noirs, tout ça, c'est des sous-hommes. C'est clairement dit, il faut les exterminer ou les réduire en esclavage. D'ailleurs, ça tombe bien, on s'en rend compte pas souvent, mais le mot esclave dérive du mot slave. D'ailleurs, c'est très clair en anglais. Slave. C'est le même. Parce que pendant longtemps, les Slaves donnaient des esclaves à Rome, à la Grèce. Bon. Et il y a cette mentalité, ils se sont dit, bah, ils vont y aller, ils vont faire le boulot. Et là, vous faisiez une allusion tout à l'heure, alors on ne peut pas dire que tout est pareil, sinon ça n'a pas de sens, mais il y a quelque chose, et quand les gens le comprendront, ça sera tragique en Occident, en France par exemple, que l'Ukraine a été instrumentalisée contre elle-même, dans cette même idée, la Russie est un peu trop forte, ça serait bien si on l'épuisait, si on détruisait son économie, si on l'affaiblissait, si son armée s'affaiblissait. L'Ukraine sert à ça. D'ailleurs, J.D. Vance l'a dit. C'est pour ça que l'équipe Trump énerve tellement les Européens, parce que des fois, ils disent les choses absolument ouvertement. Ils ont dit, oui, it's a proxy war. C'est une guerre de proxy. Donc, une guerre de proxy, c'est on se sert de quelqu'un pour embêter le plus gros. Voilà. Donc, et là, on a un peu cette même idée qui renvoie à quelque chose de vieux dans l'histoire. Je crois que c'est, puisque vous parlez de Marc Bloch, c'est
un des fondateurs de l'école des Annales, l'histoire longue. Or, il y a un problème, une tension entre l'Europe de l'Ouest et la Russie qui ne se résout pas, malheureusement. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont cru, parce que j'avais 18 ans en 1991, que ça y est, on allait avoir quelque chose est-ce que la Russie est en Europe, hein, où certains ne l'auraient pas remarqué quand même, même s'il est aussi en Asie, mais c'est quand même l'Europe, culturellement. C'est que malheureusement, l'histoire longue était là. Et l'histoire longue du schisme entre orthodoxes et catholiques, c'est là. La prise de Constantinople de 1204 par la 4e croisade, c'est là. Les 3 siècles de chevaliers teutoniques qui font les guerres, la croisade contre les orthodoxes. Et l'idée de Lebensraum, elle n'est pas née dans la tête d'Hitler. Hein. C'était chez eux déjà. Il y a beaucoup d'historiens d'ailleurs qui, même en termes d'idéologie et de philosophie nazie, que cette idéologie fasciste et nazie n'est qu'une excroissance de la base philosophique et de la matrice intellectuelle du colonialisme. C'est la même chose. Exactement. Et ça, c'est le grand Drang nach Osten, la poussée vers l'Est, qui est toujours dans les têtes. Et le problème, quand on regarde, vous parlez du Troisième Reich, mais on peut se demander si ce n'est pas un Quatrième Reich en Allemagne qui s'est installé. Car la politique menée à partir en particulier même avant Madame Merkel, mais surtout Madame Merkel, de contrôle géopolitique et économique de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, de fomenter des problèmes en Yougoslavie, de comprendre le contrôle de la Slovénie, de la Croatie, de pousser à la guerre en Ukraine, mais c'est la politique de Bismarck. C'est le Mitteleuropa. D'accord. Et ça, on va y revenir dans la seconde partie. Et puis, une dernière chose, juste pour ne pas oublier tout le monde. Oui. On dépasse un peu, je sais, je suis désolé, mais Barbarossa, c'était justement prévu depuis longtemps par les Allemands. Sauf que ça part 3 semaines en retard. Et vous savez pourquoi ça part 3 semaines en retard? Pourquoi ça part le 22 juin et pas début juin? Grâce aux Yougoslaves. Qui, alors que le roi de Yougoslavie avait signé la capitulation, la collaboration avec l'Allemagne nazie, les gens manifestent dans la rue, en particulier en Serbie, en Bosnie, et au cri de bolje rat nego... mon Dieu, je perds ma citation. Mieux vaut de toute façon, on est en français. Mieux vaut la guerre que l'esclavage. Bolje rat nego rob. Et ils ont lancé une résistance qui a bloqué les Allemands pendant 3 semaines. Ça les a beaucoup énervés. 3 semaines qui ont beaucoup servi à l'hiver 41 quand ils sont arrêtés devant Moscou, là, à quelques kilomètres. Hein. Voilà. Alors, samedi dernier, Vladimir Poutine a proposé lors d'une conférence de presse la reprise de négociations directes avec l'Ukraine à Istanbul, sans conditions préalables, et en les reprenant là où elles se sont arrêtées en mars 2022. Ou disons les choses comme elles sont, là où elles ont été sabotées par les Britanniques en mars 2022. Alors, de son côté, le président ukrainien, dans le sillage de la visite que lui ont rendue ses homologues français, allemands et britanniques, a exigé, donc, comme préalable, un cessez-le-feu complet et durable pour répondre positivement à la proposition du chef de l'État russe. Donc, autant dire que sa réponse était non, comme Poutine propose des négociations sans préalable. Alors, quelle est votre analyse et votre appréciation de la main tendue de Poutine? Et la paix a-t-elle une chance d'advenir en Europe rapidement? Espérons-le. Alors pour la paix, malheureusement, je ne sais pas, je ne crois pas tout de suite. Ce sera, je pense, très long. Et le problème remonte à très loin. Pendant longtemps, j'ai été pendant 10 ans conseiller géopolitique et défense de Jean-Luc Mélenchon. On avait fait la campagne présidentielle de 2017, où j'étais en charge des questions géopolitiques. Et Jean-Luc Mélenchon, on défendait cette partie du programme que j'avais écrite. On disait il faut absolument qu'il y ait une conférence de sécurité internationale, en particulier des Européens, pour bâtir une nouvelle architecture de sécurité en Europe et régler les problèmes frontaliers et les problèmes de population séparés par la fin de l'URSS. Sinon, il y aura une guerre, en particulier une guerre en Ukraine. Bon, d'abord, nous avions raison. Et 2, c'est bien là qu'est le problème. C'est-à-dire que ces histoires de 30 jours, ça renvoie à ces questions-là. C'est-à-dire que la guerre...
soyons clairs, la guerre en Ukraine est une guerre d'extension de l'OTAN. Pas d'extension de l'OTAN, pas de guerre en Ukraine. Pas de coup d'État à Maïdan après Maïdan, parce que Maïdan, c'est un vrai mouvement populaire anticorruption, puis coup d'État, on en a parlé tout à l'heure, et mise en place d'un gouvernement enclin, d'ailleurs on sait maintenant que c'est reconnu par les Américains, coup d'État financé, tout ça pour rentrer dans l'OTAN. Tout ça renvoie au sommet de Bucarest de 2008, où malgré ce qu'avait dit Vladimir Poutine en 2007 à Munich, à Bucarest, George Bush dit si on met dans le document final que l'Ukraine et la Géorgie ont vocation à rentrer dans l'OTAN. Depuis, c'est la guerre. Déjà en Géorgie, en 2008, et puis guerre froide qui est allée jusqu'à là. La proposition de Vladimir Poutine, enfin de la Russie, parce que c'est pas que Vladimir Poutine, ne date pas de mars 2022, elle date depuis beaucoup plus longtemps. Elle date même, et puis même avant mars 2022, il y avait novembre et décembre 2021. Oui. Ils sont allés avec les documents voir les Américains, dit là maintenant, sinon ça va mal finir. Jeffrey Sachs ou John Mearsheimer, les Américains, ou Henry Kissinger qui est mort, on parlait très bien. Il fallait signer, enfin, fallait négocier. Donc en fait, il y a une continuité dans la logique, et je crois c'est ce qui est apprécié aussi dans les pays du Sud global, comme on dit, c'est la continuité géopolitique de la Russie. Il continue à proposer la même chose qu'il propose depuis maintenant 17 ans. Donc, ces négociations se font dans ce grand cadre de négociations, et c'est ça la différence entre surtout les Européens et les Russes. C'est que les Russes disent il faut qu'on ait un accord global et une paix, sans préalable, c'est-à-dire 130 jours d'arrêt de combat. Les Européens disent non, il faut qu'on ait 30 jours d'arrêt des combats. D'ailleurs, une remarque sur la logique. Il y a 3 mois, il ne fallait pas faire de 30 jours d'arrêt des combats parce que l'armée russe allait se renforcer et attaquer. Maintenant, cet argument a disparu dans le vent. Mais ils veulent ça en disant on fait d'abord 30 jours, après on négocie. En fait, c'est pour que l'armée ukrainienne se repose et se renforce ou qu'ils aident à la renforcer. C'est ça l'objectif. Et c'est-à-dire, ce qu'ils proposent, c'est de signer un accord Minsk 3. Exact. Ce qui était la même chose. En gros, on gèle le conflit, et puis vous allez voir, après, les choses vont s'arranger. Bon, on a vu, rien ne s'est arrangé en Ukraine. Il y a eu 8 ans de conflit, de guerre civile, comme ça, larvé, quand même pas mal de morts. Et puis, rien n'a été résolu, et on a vu, ça a conduit à la guerre en 2022. Donc, les Russes ne vont pas accepter. De toute façon, ils l'ont dit clairement. Les conditions de discussion sont non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, donc c'est neutralité, dénazification, et maintenant reconnaissance en 2021, c'était juste, en 2022, pardon, avril 2022, c'était juste la Crimée, maintenant c'est reconnaissance des 4 autres oblasts. Et comme l'a dit Arestovitch, l'ancien conseiller principal de Zelensky, dans une émission qu'il a fait récemment en Ukraine, il a dit si la guerre continue encore 6 mois, ça sera 6 oblasts. Et puis s'il dure encore 1 an, ça sera 8 oblasts. Alors que c'est le même Arestovitch qui avait annoncé en 2019 dans une interview qu'ils étaient en train de préparer un conflit contre la Russie. C'était en 2019, qu'on était dans une préparation active d'un conflit contre la Russie. Parce que c'est le seul moyen de provoquer une riposte et de faire avancer le dossier de l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Exactement. Et donc, ce qu'a dit Vladimir Poutine le samedi soir à 3h du matin, il nous a fait veiller assez tard. Je ne sais pas pourquoi il voulait le faire aussi tard, mais peu importe. Ce qu'il a dit en vrai, entre les lignes, nous avons perdu 3 ans, 1 million d'Ukrainiens sont morts, 100 000 Russes, et 4 oblasts ont été perdus par l'Ukraine. On revient à mars-avril 2022, où on aurait dû signer l'accord là. Comme vous l'avez dit, c'est l'OTAN qui n'a pas voulu. Ils ont envoyé Boris Johnson dire à Zelensky « Tu continues, nous on va détruire l'économie russe ». Bon, on peut dire que les Ukrainiens ont joué leur part du contrat, pas les Occidentaux. L'économie russe va très bien, malgré ce qu'on dit en France. Je ne sais pas pourquoi on dit que ça ne va pas du tout. Ça va plutôt très bien, au contraire, ça va même mieux. Et donc, c'est ça qui se joue. Et donc, malheureusement, tant qu'il y aura cette conflictualité, et tant qu'il n'y aura pas l'acceptation d'une défaite, donc, parce que si l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, c'est une défaite. Donc, pour le moment, je n'ai pas l'impression que, en particulier, les Européens sont prêts à
je dis les Européens parce que Trump a l'air de vouloir se débarrasser de ce truc de la guerre. Non, mais justement, je voulais vous dire quelque chose, vous demander. Alors, Trump qui a fait campagne même d'une manière un peu fantaisiste sur la question de l'Ukraine, parce qu'il avait annoncé qu'il allait arrêter le conflit en une journée, en 24 heures. One day. One day. One day, oui. I will just make 2 calls. Voilà. Alors, mais c'est que, contre toute attente, les États-Unis viennent de reprendre justement leur livraison d'armes au régime de Kiev. Et Washington vient d'approuver le transfert de 125 missiles HIMARS et 100 missiles antiaériens Patriot qui avaient été donc achetés par l'Allemagne. Et il faut bien rappeler que les HIMARS, justement, sont les principales armes qui sont employées dans le bombardement des populations civiles en Russie, c'est-à-dire pour frapper la Russie en profondeur. Comme c'était donc prévisible, le complexe militaro-industriel états-unien va aider la coalition des volontaires européens, emmenée par Paris, Berlin et Londres, à continuer la stratégie mondialiste d'une guerre par procuration contre la Russie. Alors, que cherche réellement Donald Trump? Et est-il réellement un partisan de la paix ou a-t-il un plan inavoué? Alors, j'aurais du mal à dire que Donald Trump est un partisan de la paix, en général, la paix avec un grand P, parce que, ce n'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui, mais oui. À Gaza, le massacre continue avec de l'armement américain, comme sous Joe Biden. Absolument. Et Donald Trump est pour le nettoyage ethnique, c'est-à-dire il est à caractère génocidaire, il est pour que les Palestiniens aillent quelque part. Bon, ça s'appelle un nettoyage ethnique. D'ailleurs, petit aparté, parce que ça ne se sait pas assez et il faut répéter les choses. La dernière fois que les Européens et l'OTAN ont eu un petit peu de difficulté avec l'histoire, puisqu'on a parlé d'histoire, c'était avec la Croatie, dans les guerres de Yougoslavie. Et certains Croates trouvaient que les Ustachi, c'est-à-dire le régime fasciste d'Ante Pavelić, proche des nazis, avaient bonne grâce à leurs yeux et que, on pouvait faire quelques compromissions avec l'histoire. Bon. Eh bien, l'OTAN et les Croates, en 1995, ont mené l'opération Tempête, Oluja, qui a consisté à nettoyer ethniquement 350 000 Serbes, 20 000 sont morts et ont été dégagés. L'OTAN et l'Union européenne, avec la Croatie, ont réalisé un nettoyage ethnique réussi en Europe en 1995. C'était pour les valeurs. Et donc voilà, donc ça va être difficile pour la paix parce que voilà, Gaza, tant pis pour les Palestiniens et les femmes, les enfants et les vieillards. Par contre, visiblement, il a, je ne sais pas si c'est par souci de paix, mais c'est souci de débarrasser. Ça y est, l'information est arrivée à Washington. Cette guerre ne sera pas gagnée. Le projet néoconservateur de faire chuter l'URSS, puis après la Russie, de la séparer en plusieurs pays, avait déjà échoué en 98-99. Vladimir Poutine arrive au pouvoir, ça réussit de moins en moins bien, et ils se disent, allez, extension de l'OTAN, on va tenter avec l'Ukraine. Échec. Donc maintenant, ils savent que c'est raté. Donc il faut juste sortir. Son problème, c'est de se débarrasser de ce problème ukrainien. C'est pour ça qu'ils veulent le donner aux Européens. Mais vous avez mentionné quand même les 125 HIMARS et les Patriotes. Alors, il ne faut pas oublier que Donald Trump, comme tous les présidents américains, doit donner des comptes au complexe militaro-industriel. Il faut qu'il continue à vendre des armes. Il pousse les Européens à acheter des armes, ils vont surtout acheter des armes européennes, tout le monde est content. Et je vous ferai remarquer 100 missiles Patriot. Donc c'est ceux qui sont en Allemagne, comme certains qui étaient en Israël ont été envoyés en Ukraine. Bon, ça va permettre de tenir 4 mois. Et 125 HIMARS. Mais il n'y a pas les Taurus. Et Donald Trump a interdit à M. Merz, le nouveau chancelier allemand, de donner les Taurus. Il a interdit parce qu'il y a des composantes américaines dans le missile. Donc ça, c'est pour l'indépendance de l'Allemagne. Elle n'en a pas par rapport à Washington. Et c'est assez, il faut le noter. C'est un point de détail militaire, mais qui est important. C'est-à-dire, les HIMARS, les Russes savent les maîtriser. La DCA contre HIMARS, les Russes savent les maîtriser sur le plan électronique et antimissile. Quelques-uns passent.
Par ailleurs, les HIMARS sont des armes air-sol. Il faut des avions pour les envoyer. Vous avez remarqué ça fait longtemps qu'il n'y a pas de tir de HIMARS ou de quoi que ce soit, ou de Scalp, ou de Storm Shadow. D'abord parce qu'il n'y a plus les avions, puis il n'y a plus de réserve. Donc en fait, c'est un petit cadeau, mais d'adieu. C'est comme certains font un petit cadeau d'adieu à une maîtresse qui quitte. Moi, je vois comme ça. Par contre, les Taurus, ça aurait été plus embêtant, parce qu'ils n'ont pas été utilisés sur le théâtre de guerre en Ukraine. Donc les Russes ne savent pas encore les maîtriser en contre-mesure électronique. Et eux, ils auraient pu faire des dégâts. Donc c'est pour ça que je suis... de ce point de vue-là, je pense que Donald Trump, d'autant plus qu'il y a des discussions pour une rencontre avec Vladimir Poutine, il n'y aura pas de rencontre avec Vladimir Poutine s'il n'y a pas une très grande avancée sur les questions plus globales d'extension de l'OTAN, qui est où, quelles sont les zones d'influence, quelle va être la position du dollar par rapport aux monnaies nationales des BRICS, quelle relation... Et Donald Trump a donné le ticket d'entrée. Il a déjà dit, c'est fini. Il a dit, nous sommes dans un monde multipolaire. Il a déjà accepté ça. Donc en fait, je pense que ça, c'est plutôt un peu de camouflage pour ce qu'il est en train de faire avec les Russes. D'accord. Alors, donc, dans la même logique, continuant des Européens, le mardi 4 mars à Bruxelles, quelques heures seulement après la décision de Trump de suspendre l'aide militaire à Kiev, Ursula von der Leyen a présenté un plan explicitant les futures dépenses européennes en matière de défense, sur fond donc de la nouvelle situation, comme elle dit, autour du conflit en Ukraine, dont l'issue fait l'objet d'âpres discussions entre la Russie et les États-Unis, et actuellement entre les Américains et les Ukrainiens. Donc, pour contrer, donc, selon elle, les menaces qui pèsent sur l'intégrité du continent et muscler la défense des États européens, la Commission a annoncé le lancement du plan Réarmer l'Europe, qui mobiliserait près de 800 milliards d'euros, dont 150 milliards sous forme de prêts. Le plan envisage aussi de suspendre durant 4 ans les dépenses de défense des critères et des règles du pacte de stabilité et de croissance, permettant ainsi une flexibilité budgétaire. Alors, dans ce contexte, alors que la dette publique française vient de dépasser les 3 300 milliards d'euros, et sa dette globale, en y incluant la partie hors bilan, est près de 7 000 ou plus même. De 8 300, parce que hors bilan, c'est 5 000 milliards. En plus. Oui, donc c'est 8 300. Donc voilà. Et Emmanuel Macron donc, a tenu, 2 jours après, au soir, lors d'une intervention télévisée, des propos extrêmement belliqueux à l'égard de la Russie. Il n'arrête pas d'ailleurs depuis ce 5 mars, s'engageant sans faille dans la même voie que cette tracée par Ursula von der Leyen ou par les Européens en général. Et je crois qu'ils ont confirmé par cette visite-là à Kiev et toutes les déclarations qu'ils ont faites quant au soutien continu qu'ils vont assurer à Kiev. Alors, jusqu'où ira cette folie guerrière des Européens par rapport à ce que vous venez de dire? Les États-Unis se sont rendus compte que finalement la guerre, aussi bien sur le plan économique que militaire, est perdue. Vu l'état donc abyssal de l'endettement des pays européens, où leurs dirigeants vont-ils trouver l'argent pour financer leur plan de réarmement et à quoi s'attendre sur le plan géopolitique et sécuritaire en Europe? Et si les choses se gâtent, dans le monde aussi. Là aussi, vous abordez un point très très important, Kamal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a également lancé Fréquence Populaire. Alors encore, je fais un petit peu de publicité pour nous. N'hésitez pas à vous abonner. Il n'y a pas de souci. Allez regarder Fréquence Populaire sur YouTube et voir ce qu'on y fait. On a besoin de réinformation parce que tout ce que vous venez de décrire, c'est réel. Ce sont des propos qui sont tenus. Tout ça est une immense fumée qui masque ce qu'ils font réellement. Parce que d'abord, on pourrait faire une petite blague. Vous n'avez pas tout donné aux Ukrainiens pour vous défendre il y a 3 ans? C'est de la guerre depuis maintenant 3 ans et demi. Et moi j'ai quand même bonne mémoire. Je me souviens qu'à 3 ans, la Russie devait être mise à genoux économiquement et que toute l'aide serait apportée. Toute l'aide n'aurait donc pas été apportée. Bon, c'est pour la blague. Évidemment qu'ils n'ont pas donné toute l'aide. Ils savent très bien que la guerre est perdue. Et ils savent très bien que Ukrainiens,
qui sont de très bons combattants. Même. Ils ont très très bien résisté, ils continuent à résister dans des conditions très difficiles, en infériorité d'artillerie, d'aviation, de matériel, humaine. Plus l'armement américain, plus l'aide européenne, ça n'a pas marché, la Russie gagne. Si le plus gros soutien à la guerre, les États-Unis se retirent en fait, parce qu'en réalité ils se retirent, il n'y a aucune chance que les Européens gagnent, il n'y a rien. Le patron, le PDG de Rheinmetall, l'une des entreprises les plus importantes de production de missiles et de munitions en Europe et d'armement, qui a fait construire 2 ou 3 usines déjà en Ukraine, il dit mais on n'a rien sur les étagères. On n'a rien. On ne peut pas inventer on ne peut pas lancer des billets on peut pas lancer des liasses de billets, ça ne sert à rien, il faut les transformer en matériel, on ne l'a pas. Vous noterez quand même que pour des gens qui veulent résister à la menace de la Russie, ils n'ont pas fait grand-chose en 3 ans et demi. Regarde, si on prend la Russie par exemple, la Russie, il y a le problème en Géorgie. Si vous vous souvenez, militairement, ça n'allait pas très bien. La Russie a gagné, parce que la Géorgie, c'est quand même tout petit, et puis c'est très très loin. Mais les Russes se sont rendus compte des grosses difficultés militaires qu'ils avaient. C'est là qu'ils ont commencé à penser, à réorganiser leur industrie militaire, comment faire, améliorer leur... L'armée de 2021 russe n'est pas l'armée de 2025. Ou plutôt celle de 2025 n'est pas celle de 2021. Elle s'est améliorée, elle s'est changé ses techniques, cette doctrine d'emploi. De la stratégie à la tactique de la plus petite unité, tout a changé. Tout s'est adapté parce que c'est une guerre existentielle pour la Russie, ils se sentent en danger par rapport à l'extension de l'OTAN. Mais si les autres se sentaient réellement en danger, ben on aurait tout fait pareil. On aurait mis des militaires pour réfléchir aux nouvelles tactiques, comment réorganiser la défense, où est-ce qu'on va produire des canons. On n'a jamais fait ça. Vous connaissez des gens qui se sentent menacés comme ça et qui ne font rien ? Vous êtes menacé dans la rue, non, je continue à marcher, je ne prends pas de pistolet, je ne change pas de rue, je fais la même chose. En fait, vous ne vous sentez pas menacé. Il y a quand même... Imaginez, la France est la première armée d'Europe. On a l'arme nucléaire. On a conservé une usine de fabrication de poudre qu'on allait fermer, qui produit, je crois, la consommation de poudre de la Russie pendant 3 jours. Pour 1 an. Ça, c'est ce qu'on produit. Donc, on n'a pas des gens sérieux. Mais la raison pour laquelle, c'est que tout ça ne les intéresse pas. La situation en Europe est catastrophique. Vous avez parlé de la dette. Même l'Allemagne commence à avoir une dette. La balance commerciale extérieure de la France est horrible. Au mieux, c'est 100 milliards à chaque fois. Parfois, ça monte jusqu'à 200 milliards par an. La désindustrialisation est complète. Nos infrastructures ne sont pas en bon état. Ça fait déjà 10 ans qu'on aurait dû changer l'ensemble des infrastructures, par exemple des canalisations en France. Elles sont vieilles, elles ont 100 ans. On perd 20% de l'eau en France, est perdue dans les canalisations. Il y a des ponts qui s'effondrent en Allemagne ou en Italie. Les infrastructures sont en mauvais état. Parce que ça fait 40 ans de néolibéralisme, donc on n'a pas mis l'argent pour ne pas faire de dépenses. Résultat, la maintenance n'est pas là. Problème. L'État s'effondre partout, l'hôpital public. Il y a 25 ans, la France était le premier nation pour les soins. Ça n'est plus le cas. Le chômage réel est très élevé. Et pour ceux qui travaillent en France, 1 sur 4 n'a pas ne vit pas dignement de son travail, n'a pas un salaire suffisant pour vivre dignement. Tous ceux qui émigrent d'ailleurs, qui viennent en France, le découvrent. Ils pensent qu'ils arrivent au paradis, ils restent dans la rue. Ou alors ils sont encore plus exploités que ceux qui sont déjà exploités et qui ont des papiers en France. Bon, c'est ça la réalité. Mais en même temps, ils veulent faire l'Europe fédérale. Mais qu'est-ce que vous allez vendre au peuple d'Europe qui toujours vote non dès qu'on leur pose une question de référendum? Bientôt, on va fêter les 20 ans du référendum de la France contre le traité constitutionnel européen. Économiquement, ça ne marche pas. Industriellement, ça ne marche pas. Financièrement, ça s'effondre. L'euro se fragilise. Qu'est-ce que vous allez vendre pour faire l'Europe fédérale, c'est-à-dire la fin des États-nations? Rien de mieux que la menace de la Russie. Mais elle n'est pas traitée comme si c'était une vraie menace, parce qu'ils savent qu'il n'y aura jamais de guerre de la Russie. Justement, ils se servent de l'Ukraine. Ils sacrifient pour faire leur Europe fédérale. Et c'était le projet principal d'Emmanuel Macron, souvenez-vous, quand il arrive au pouvoir, la souveraineté européenne. Maintenant, il parle d'Europe puissance. Et ils sont prêts à sacrifier les Ukrainiens. Je pense que quand les Ukrainiens vont se rendre compte de ça, dans 5 ans, 10 ans,
ils vont être très, très en colère. Et donc, l'argent-là, est-ce que vous pensez qu'il sera débloqué ou qu'est-ce qui se joue? Parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à juste titre, même si pas juste 1000 milliards, même si on trouve 10 000 milliards, mais ce n'est pas parce que vous posez 10 000 milliards sur la table que le lendemain, vous avez des missiles ou des chars et des avions. Ça prend du temps. Pour fabriquer le matériel militaire, oui. Il faut former des ingénieurs que l'industrie a perdu. C'est ce que je dis, il faut y penser. Voilà. Bon, mais ils ne le font pas. Mais il faut donner une certaine matérialité au fait qu'on est menacé par la Russie et donc il faut mettre de l'argent pour se défendre. Mais tout ça, ça sert à rassurer le complexe militaro-industriel américain et Donald Trump qui a demandé que les pays de l'OTAN dépensent plus d'argent pour leur défense. Vous venez de le dire, et j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas développé l'industrie militaire en Europe. Pas réellement. Pas de manière à faire face à une menace. Donc ils vont faire quoi? Ils vont acheter du matériel américain qui servira pas à faire la guerre. Il servira à acheter le fait que Donald Trump dise « Ok, je reste dans l'OTAN ». D'accord. Donc, et là, vous me tendez la perche pour vous poser la dernière question, parce que c'était justement le sujet de la dernière question. Donc en tenant son discours martial à la télévision, je pense qu'il l'a répété plusieurs fois et qu'il n'a pas arrêté, mais c'était le moment où il y a eu un basculement dans le discours d'Emmanuel Macron. À tout de suite, donc, mais il a quand même écarté l'idée de se retirer de l'OTAN. Ou de tourner le dos aux États-Unis, tout en affirmant donc ironiquement vouloir une indépendance militaire et stratégique pour l'Europe. Alors, en effet, donc Donald Trump a exhorté, comme vous venez de le dire, de nombreuses fois les États membres de l'OTAN à augmenter les budgets à hauteur de 5% du PIB. Alors, quelques chiffres, donc en 2023 et 2024, en plus des États-Unis qui ont fourni 15,88%, les principaux contributeurs de l'Union européenne étaient l'Allemagne avec une participation à hauteur de 15,88%, c'est-à-dire du budget commun, c'est-à-dire comme les États-Unis, ce qui veut dire que les Américains, leur contribution a drastiquement chuté par rapport à avant. Et la France, 10,19%, l'Italie, 8,53%, l'Espagne, 5,82%, et les autres membres ont tous une quote-part inférieure à 5 du budget, voire à 1, plus souvent. Alors, dans ce cas, les Européens, donc on se pose encore une fois la question, trouveront-ils l'argent pour financer leur plan de réarmement? Parce que là, il ne s'agit pas uniquement de réarmer. Il faut le réarmement tout en honorant leur participation, leur participation à l'OTAN. Et in fine, comme il s'agit de faire vite, parce qu'il s'agit de soutenir l'Ukraine ne va pas attendre 10 ans pour recevoir les premiers obus de la nouvelle industrie militaire européenne. Les Européens, en réalité, achèteront-ils leurs armes aux Américains, tout simplement, qui fournissent déjà les 2/3 des besoins de l'Europe? Et franchement, est-ce que tout ça est sérieux dans le... Encore une fois, tout ça n'est pas sérieux par rapport à l'Ukraine. L'Ukraine sert pas de bouc émissaire, mais sert de sacrifice pour la fédéralisation de l'Union européenne, chose sur laquelle ils travaillent très très bien. Tout ça, c'est pour ça que je dis c'est des écrans de fumée. Tout ça n'est pas sérieux. S'ils étaient sérieux dans ce qu'ils disent, ils feraient autrement. Rappelez-vous, Emmanuel Macron, pendant la crise du Covid. On est en guerre. On est en guerre. Non, vous êtes trop sérieux, vous êtes trop rigolo. On est en guerre. Ouais. En reprenant des éléments du discours de Clémenceau de 1917. Bon, c'est totalement ridicule. Après, il a fait une conférence de presse sur un porte-avions. Pour lutter contre des bactéries. Bon, comme si une guerre pouvait se gagner, ce genre de guerre pouvait se gagner avec des masques FFP2. Mais non, les masques c'est bien. Les Asiatiques utilisent toujours les masques pour ne pas transmettre la maladie. Mais tout ça était un immense n'importe quoi. Mais à cette époque, on s'était rendu compte, enfin nous on le savait, mais nous on a écrit beaucoup d'articles à ce sujet, mais les Français se sont rendus compte qu'on ne produisait pas de médicaments en France, ou pas beaucoup. Que 80% des médicaments ou des composants de médicaments sont produits en Inde ou en Chine. Est-ce que vous croyez que quelque chose a changé depuis?
Depuis tous les... Nous sommes en guerre, il faut qu'on ait une industrie, il faut qu'on ait nos médicaments, il faut qu'on puisse produire nos vaccins. Est-ce que quelque chose a changé? Zéro. Même Doliprane, elle vient d'être vendue aux Américains. Rien. Oui. Nos chercheurs, il y a 2 ans, chercheurs de Sanofi, alors qu'il y a un crédit impôt recherche qui est payé par les Français pour faire de la recherche, ils ont été délocalisés aux États-Unis. Où est la guerre? Où sont tous ces mots qui ont été dits, toutes ces grandes phrases? Nulle part. Il en va de même dans cette affaire militaire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir du achat du matériel militaire américain parce que le chef veut, lui, le chef Trump, Washington, veut refaire son industrie et veut réduire sa dette. Il dit, toi, valet, tu vas payer. Et ces gens-là se comportent comme des proconsuls. Vous savez, l'Empire romain. Emmanuel Macron n'est pas président de la France. Les gens ont voté pour lui pour être président, mais en fait, il est proconsul des Gaules. Il est proconsul de la région Gaule, de l'Empire romain. Le région de la France. Voilà. C'est la région France de l'Empire états-unien. D'ailleurs, Emmanuel Macron, les 2 tiers de ses ministres, François Hollande avant lui, la moitié des ministres de François Hollande, un nombre incalculable de députés, de responsables administratifs à différents niveaux, ont fait les Young Leaders. Ouais. Le French American Foundation. Et s'ils n'ont pas fait ça, ils ont fait le German Marshall Fund. Et s'ils n'ont pas fait ça, ils sont à l'Atlantic Council, comme M. Haddad ou M. Barrot, qui sont ministres chez nous. Bon. Donc ce sont des gens qui ne pensent pas la France. Ils ne pensent pas l'intérêt de la France, ils ne pensent pas à la nation française, ils pensent comment être un bon valet de Washington. Donc évidemment qu'il ne sortira jamais de l'OTAN. Et puis de toute façon, c'est pas possible. Au sens, c'est pas possible. Nous, on est pour la sortie de l'OTAN, parce qu'on est pour la récupération de notre indépendance. Sinon, on est gaulliste. Hein, franchement, voilà, c'est simple. Mais ça n'est pas possible avec ce qu'ils font. Vous imaginez les Danois? On veut défendre le Groenland. Ils achètent des F-35. Ouais. Est-ce que vous savez que le F-35 est reboot tous les 2 ou 3 jours? Je ne sais plus, 48 heures ou 72 heures. Là-bas, au Pentagone, s'ils ne donnent pas le code de vol, les F-35 que vous avez payés, vous avez une super joystick géant qui coûte très cher. Ils ne volent pas. La France... Mais ils ont démenti les Américains par rapport à ça. Ils ont démenti. Non. Par exemple, un qui n'ont pas démenti la France sous François Hollande. Nos militaires voulaient un système informatique qui soit indépendant, du type Linux, que nos ingénieurs militaires puissent travailler dessus. Qu'est-ce qu'il impose, François Hollande? Windows. Pour le ministère de la Défense. C'est une blague. Nos Safran d'Assaut voulaient développer des drones à l'époque. Non. On va acheter des drones américains. Et quand vous voyez les contrats, chaque mission, les Américains doivent donner l'aval. Et de toute façon, l'information du drone vient d'abord aux États-Unis. Bon, ça, ce sont des valets. Ce ne sont pas des gens qui sont indépendants. Donc, évidemment que tout ça est un gigantesque blabla. Mais quand même, il faut qu'ils payent cet argent, même si ça pour les États-Unis. Et vous avez demandé où? Eh bien, malheureusement, où? Ça va être dans la sécurité sociale. L'épargne. Ça va être dans les hôpitaux. Ça va être dans les services publics. Ça va être dans l'argent qui aurait été nécessaire pour vite travailler sur la maintenance des infrastructures critiques. C'est là qu'a va être pris l'argent. Et éventuellement l'épargne. Éventuellement l'épargne. C'est des choses qui se discutent. Voilà, la situation est assez tragique de ce point de vue-là. Et donc on a un véritable risque pour notre épargne et pour nos services publics et pour la sécurité sociale en France. Et quant à Macron, Macron fait beaucoup de pauses. Mais vous vous souvenez, il y a 10 jours, il avait dit Vladimir Poutine, s'il ne fait pas je ne sais pas quoi, il verra la pression qu'on va lui mettre dans 8 à 10 jours. Ça tombait le 9 mai. Il s'est passé quoi? Les avions français ont volé au-dessus de l'Ukraine, les troupes ont été déployées. Il a fait quelque chose, il ne s'est rien passé. Tout ça est du verbe. Alors je pense que Macron, en plus, a, comme beaucoup d'Occidentaux, de l'hubris. Il a l'impression qu'il est un peu comme Dieu. Dieu dit les choses et les choses sont faites. Dieu crée le monde. Bon. Pour ceux qui croient. Il a une impression qu'il suffit de dire que les choses vont se faire. C'est pas vrai. Et malheureusement, pour cette bonne vieille Europe, tout ce qui se passe, tout ce qu'on décrit, montre en fait
là où on en est réellement. Et c'était cette image dans le train de Starmer, de Macron, de Merz, et la photo après où ils étaient tous les quatre comme ça avec Tusk autour de Zelensky sur un divan. C'est l'isolement de l'Occident. C'est ça qu'on vit. L'isolement de l'Occident. D'accord. Donc, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Georges Kuzmanovic, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Et à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à Fréquence Populaire. D'accord. D'accord. Merci Kamal. Je vous en prie.